Cette semaine, Sephora fait partie des entreprises les plus innovantes du monde. Virgin nous présente son dernier tube et je n'ai pas reçu les derniers HoloLens de Microsoft. Pour le montage, laisse-moi quand même la fin de mes phrases. Pour la première brève de la semaine, j'aimerais commencer par une initiative française. Il s'agit de Recupidé, qui est la première plateforme de réutilisation d'actifs immatériels. Je traduis, c'est un eBay à UD pas utilisé qui va vous permettre de recycler vos idées mises dans un tiroir. Donc par exemple, si vous avez des logos, des brevets, des contrats, une idée d'entreprise qui n'a pas abouti, des business models ou des business plans, bref, des choses immatérielles, vous pouvez les vendre sur Recupidé. Et si vous êtes prêt à voir quelqu'un réussir avec un projet sur lequel vous avez travaillé et sur lequel vous avez échoué, eh bien vous pouvez toujours vous faire quelques sous. Uber a annoncé cette semaine le lancement de Uber Express Pool. Donc vous connaissez le concept, c'est comme Uber Pool où vous devez partager la même voiture à plusieurs, sauf que là, pour que ce soit express, vous devez vous déplacer pour rejoindre un point de rendez-vous afin d'optimiser la course du chauffeur. En réalité, j'ai l'impression que Uber est passé d'innovateur à follower parce que je crois me rappeler que le cab, société bien française, monsieur, fait ceci depuis déjà quelques mois. Dernière brève de la semaine, le cloud de Tesla, qui est hébergé par AWS, Amazon Web Services, a été piraté par un petit malin qui a installé Stratum, qui est un protocole qui permet de miner du Bitcoin. Ces attaques sont de plus en plus fréquentes. Rappelez-vous, au mois de décembre, je vous avais déjà parlé des dizaines de milliers de sites WordPress mal protégés qui avaient été attaqués pour les mêmes raisons. Richard Branson, le fondateur de Virgin et le premier ministre indien Narendra Modi ont annoncé que Virgin Hyperloop One allait lancer la première construction de ligne opérationnelle de Hyperloop en Inde, entre Pune et Mumbai, en passant par l'aéroport de Mumbai, ce qui permettra de réduire la distance de 160 km à 25 minutes, au lieu de 3 heures en tuk-tuk. Et pour quand me demanderez-vous? Un petit curieux, parce que si Branson, dans l'article qu'il a publié sur son blog, insiste bien lourdement sur les 55 milliards de dollars de retombées économiques qu'elle allait profiter à la population locale, et s'il insiste bien également aussi lourdement sur le fait que son projet Virgin Hyperloop One était le projet d'Hyperloop le plus avancé parmi les 8 projets Hyperloop que l'on trouvait actuellement dans le monde, il a juste oublié de donner une date. L'émotion sans doute. Attendez une minute, Richard Branson, Virgin, Hyperloop, mais quel est le rapport? Et là, je dois vous apporter une petite précision, car comme tout le monde, je me suis fait avoir à penser que Hyperloop égale Elon Musk, alors qu'en réalité, Elon Musk est simplement à l'origine d'un document PDF de 57 pages intitulé Hyperloop Alpha, qui détaille ses réflexions pour l'avenir du transport, comprenant un train dans un tube sous vide. Ce document en open source sert actuellement de base de travail à 8 projets d'Hyperloop à travers le monde, dont celui qui est le plus crédible et le mieux financé est celui d'Hyperloop One, qui a été rebrandé Virgin Hyperloop One quand Branson a investi l'année dernière. Je ne sais pas si vous le savez, la SNCF aussi a investi, mais a priori moins que Branson, sinon vous imaginez, ça aurait été SNCF Hyperloop One. Ça aurait été rigolo. Et comme SpaceX le rappelle régulièrement sur son site, SpaceX n'a aucune affiliation avec les projets d'Hyperloop, notamment ceux dont on entend parler dans les médias. Le plan de Musk pour faire de l'argent n'est pas de fabriquer des pods ou des tunnels sous vide, c'est de percer des tunnels grâce à son entreprise The Boring Company. Ce qui signifie que Musk veut vendre des pelles et des pioches aux pionniers d'Hyperloop. Cette semaine, Fast Company a publié son classement annuel des entreprises les plus innovantes. Classement qui est toujours plein de surprises. Par exemple, le classement 2017, ils avaient mis en 1 Amazon, en 2 Google et en 3 Uber. Dans le classement de cette année, vous trouverez par exemple Pinterest à la 41e place, Sephora à la 36e place, DJI à la 35e place, Gucci à la 30e place et SpaceX seulement à la 14e place. En 3e position de ce classement des entreprises les plus innovantes, vous trouvez Square, qui a été cofondé en 2009 par Jack Dorsey, qui était déjà le cofondateur de Twitter et qui avait trouvé du temps pour fonder cette boîte lorsqu'il s'est fait virer de Twitter en 2009, avant qu'il fasse son grand retour à la Steve Jobs en 2010. Square tient son nom du premier produit qu'ils ont vendu, qui est un lecteur de carte de crédit carré que l'on peut brancher sur son iPhone ou sur son iPad à destination des très petites entreprises. En seconde place, vous avez Netflix, et notamment pour sa capacité à se réinventer lorsqu'ils ont passé leur plateforme sur mobile. Et à la première place, et là j'avoue que je suis sans voix, mais il faut reconnaître que le choix est audacieux, même s'il va faire grincer des dents les fans de Samsung. Vous trouvez donc à la première place Apple. La raison pour laquelle ils ont cette première place étant leur capacité à délivrer le futur
aujourd'hui. Les raisons données pour justifier cette première place à ce classement sont publiées dans un article qui ressemble beaucoup à un catalogue. Les raisons étant les AirPods, la troisième version de l'Apple Watch, l'ARKit, qui permet aux développeurs de créer du contenu en réalité virtuelle pour les iPhones et les iPads, et bien sûr, ce foutu iPhone X. Après l'épisode sur les podcasts, dans lequel je vous annonçais que le nombre de podcasts français était en train d'augmenter de façon significative, j'ai reçu pas mal de commentaires et de témoignages de personnes m'annonçant qu'elles allaient bientôt lancer leur podcast. Et c'est Jean-Christophe Hanna de RMS News qui a été le premier à passer à l'action avec son podcast RMS Radio. Je lui ai donc tout naturellement proposé de venir me rejoindre pour nous parler de cette actualité. On fait plein de choses dans l'innovation en matière de recrutement d'un côté, en matière de talent management de l'autre. Donc tout ce qui relève de l'expérience talent au sens large, expérience candidat d'un côté, expérience collaborateur de l'autre. Donc nous avons l'événement auquel tu contribues chaque année, RMS Conf. Nous faisons de la formation de recruteurs, de responsables marque employeur et nous acculturons également au digital un certain nombre d'équipes RH. Pour les immerger dans le big data, l'IA, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et envisager avec elles tous les impacts que ces technologies ont sur la relation recruteur-candidat d'un côté, sur la relation entreprise-collaborateur de l'autre. Et nous avons enregistré le premier podcast d'une longue série, j'espère. Un format finalement qui n'a pas encore été réellement exploité par l'écosystème RH. Nous, c'est vraiment le podcast, pensé comme un podcast, avec le format que tu as présenté comme le meilleur, à savoir les 45 minutes, qui me tiennent à cœur également pour pouvoir développer de vrais sujets. Et donc le premier est consacré justement à la thématique d'RMS Conf. D'accord. Pour faire un peu de teasing. Donc emploi ou travail, qui l'emportera, parce que trop souvent on a tendance à mélanger et à confondre un petit peu ces deux réalités qui sont bien différentes. D'accord. Donc est-ce que tu enregistres et tu diffuses, ou est-ce que tu fais un petit stock avant de diffuser et t'attends un petit peu d'avoir de l'avance? Non, on va essayer de les diffuser. J'ai même envie que dès le deuxième ou le troisième, je ne sais pas, il soit écoutable peut-être en live avant d'être podcastable. Mais là, le premier, pour l'instant, on l'a enregistré et l'idée, c'est d'en faire un par mois à chaque fois qu'on se réunit, puisque l'équipe est éclatée sur le territoire aujourd'hui entre Strasbourg, Bordeaux et Lyon. D'accord. Et donc l'idée, c'est d'avoir notre podcast mensuel et de le diffuser dans les quelques jours qui suivent, avec évidemment le petit travail de montage qui va bien entre-temps. Mais finalement, en France, pour l'instant, on aime bien la vidéo quand même. On aime bien voir ce qui se passe. Oui, mais alors là, côté vidéo, pour le coup, il y avait déjà quelques acteurs RH. Pas nombreux, non. Non, il y a Alexandre Pachulski, il y a Guillaume Alexandre qui s'y est mis aussi. Mais je me suis dit, la vidéo, bon, c'est pas qu'on a déjà tout vu, mais la vidéo, ça se développe bien. Et le podcast, moi, me parle beaucoup parce que j'ai toujours rêvé de faire de la radio depuis que je suis tout petit. Et voilà. Et du coup, il y avait beaucoup d'émotions ce matin parce que c'est un petit rêve que je réalise. Alors, j'ai déjà fait des plateaux télé et radio pour BFM, pour Europe 1. Mais là, il y avait une autre tension parce que c'était notre émission, que c'était le premier et que c'est toujours, comme toujours, un bébé. Voilà. Et je pense que tu sais ce que c'est avec ton émission. Oui, bien sûr. De toute façon, pour moi qui te suis depuis que tu es bébé, depuis que tu as passé le pas de ce que tu faisais à la PEC à ça, tu es une bête de scène en fait. Donc je ne suis pas surpris que tu es à l'aise avec un micro. Oui. Mais encore une fois, c'est pas tout à fait pareil quand c'est toi qui anime et que c'est ton premier. Et je pense qu'on a besoin encore de rôder le truc parce que finalement, entre les prises, alors ça restait enregistré, je pense que je vais quand même essayer de faire un petit montage avec. Il y avait de vrais éclats de rire et une vraie spontanéité, et quand on lançait une séquence, on sentait que la concentration et le stress étaient un peu palpables. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu aussi. Eh bien, merci beaucoup. Merci Benjamin. Et à très bientôt. À bientôt. Ça fait 3 ans que Alex Kipman nous en parle, mais il semble que cette semaine, ça y est, cet objet qui semblait futuriste n'a jamais été aussi proche de devenir un objet du quotidien. Ça fait maintenant 1 semaine que Kipman, qui est allé chez le coiffeur depuis, et Microsoft nous tabassent à coups de contenu, d'éditos, d'articles, de vidéos pour motiver des développeurs à créer des produits pour les HoloLens. Avec un ticket d'entrée à $3000, Microsoft préfigure ce qu'ils appellent la réalité mixte, qui est à mi-chemin entre la réalité virtuelle, qui est souvent complètement immersive, et la réalité augmentée sur laquelle on surimpose des éléments dans la réalité. Prenez par exemple Pokémon Go. En résumé, ils prennent le casque de la réalité virtuelle
et l'interface de la réalité augmentée. Plus concrètement, les HoloLens vont par exemple vous permettre de voir des hologrammes que vous allez pouvoir figer à un endroit et tourner autour, ou au contraire, avoir l'hologramme ou la vidéo ou l'élément en 3D vous suivre lors de votre déplacement. Vous restez donc dans le monde réel tout en pouvant interagir sur des éléments virtuels. En fait, le premier usage que l'on peut imaginer serait lié à la communication. En 2007, nous avions Second Life. En 2010, nous avions les iPads à roulettes. En 2016, nous avions Allspace VR, qui était la première plateforme de réalité virtuelle qui a fait faillite avant d'être récupérée par Microsoft. En 2017, nous avons Facebook Spaces VR, pour partager des moments avec nos amis, complètement inspiré de Allspace. Et en 2018, voire 2019, nous allons donc avoir ça. D'accord, messieurs. Voici qui conclut cet épisode d'Innovation Weekly. De nouveau, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook Benjamin Chaminade ou encore mieux à me liker sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine.